Dramatique tremblement de terre en Inde, sans doute plus de 10 000 victimes. En Russie, les élus de province refusent de suivre Boris Eltsine et exigent qu'il lève le blocus du Parlement dès ce soir. Suite du débat sur l'emploi, à l'Assemblée, un député RPR propose la semaine de travail de 4 jours à titre expérimental et dans les entreprises volontaires. Avec notre invité Raymond Barre, sur ce plateau, nous parlerons bien sûr de ce nouveau plan pour l'emploi, mais aussi de la situation économique et politique de la France. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une tragédie humaine d'une dimension inimaginable. Appréciation du responsable de la police de l'État indien, victime ce matin d'un tremblement de terre à quelques 700 km de Bombay. Le tout dernier bilan fait état de plus de 10 000 morts et d'un nombre égal de blessés. Anne Guéry. Une voix, rien qu'une seule voix. Pour pleurer tous ceux qui par milliers sont morts là, ensevelis, engloutis par la terre qui s'est ouverte pendant leur sommeil. La Tour, dans l'ouest du pays, la région est aujourd'hui pratiquement rayée de la carte. Il y avait ici 800 000 habitants, leurs maisons étaient en pierre et en chaume, elles se sont effondrées comme des fétus de paille dès les premières secousses. Des secousses successives et chaque fois plus intenses, chaque fois plus longues. Alors, dans les 7 districts les plus touchés entre la Tour et Osmanabad, ce fut la même panique, la même angoisse, la même terreur. Aujourd'hui, quand l'aube s'est levée, 2 petites villes n'existaient plus, Kilari et Omerga. Les quelques survivants creusaient les décombres, à main nue. Ils creusaient avant que demain, les bulldozers de l'armée ne viennent tout balayer. Ce soir, les scientifiques ne cachent pas leur perplexité. Ce tremblement de terre a en effet touché une région qualifiée de sismiquement calme. Pour les spécialistes de l'Institut physique du globe à Strasbourg, ce séisme n'a pas d'explication tectonique immédiate. Reportage à Strasbourg, Henri Elie, Jean Corneille. Ces points d'impact représentent tous les séismes depuis 1977 dans cette partie du monde. Pour 90% d'entre eux, ils se situent aux frontières nord du continent indien, et notamment au pied du massif de l'Himalaya. Or, le séisme de la nuit dernière s'est produit exactement là, au centre d'une zone jusqu'alors épargnée. Les secousses successives de Kilari ont été enregistrées par les sismographes des instituts de physique du globe de Strasbourg et de Paris. Pour les spécialistes, le tremblement de terre était jusqu'ici imprévisible. Nous découvrons chaque année, si je puis dire, quelques failles qui ont échappé à votre vigilance. Oui, à notre vigilance ou à la vigilance des sismographes, parce que simplement elles n'ont pas été actives dans une période récente. Elles n'ont pas produit de tremblement de terre. Elles peuvent en produire tous les quelques siècles ou même tous les quelques millénaires. Le satellite, selon les sismologues, est l'instrument le plus approprié aujourd'hui pour déceler de nouvelles failles, à l'exemple de Spot, qui photographie quotidiennement la Terre sous tous les angles. Je vous signale qu'Arun Taziev sera l'invité demain de Gérard Leclerc dans les 4 vérités à 7h50. Toujours la drôle de guerre à Moscou, des véhicules blindés patrouillaient ce matin à proximité du Parlement russe, où un certain nombre de députés conservateurs, vous le savez, est toujours retranché. Il y a du nouveau aujourd'hui, puisque Boris Eltsine a accepté d'engager des négociations, et cela sous l'égide du patriarcat de Moscou. Reportage Stéphane Magnier, Gilles Doblard. Qui détient vraiment le pouvoir ce soir en Russie ? Le patriarche Alexis II ou l'homme qu'il rencontre aujourd'hui à Moscou, Boris Eltsine. Le pouvoir moral du premier le met en position d'arbitre conciliateur dans les négociations qui vont opposer le second au Parlement rebelle dès demain matin. Car le maître absolu du Kremlin voit peu à peu son autorité s'effriter dans cette crise qui n'en finit pas. Son pouvoir de décision est désormais ouvertement contesté par ses hommes, les délégués de 62 régions réunis à quelques centaines de mètres de là, au siège de la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas hésité à se proclamer nouvel organe législatif du pays. Ils savent que les régions qu'ils représentent ont un poids incontournable. On ne va pas accepter d'obéir à des lois dictées par la Fédération russe. On va arrêter de fournir le pétrole, le charbon, l'alimentation, l'électricité et on va prendre le contrôle des biens de l'État. Alors peu importe que les députés retranchés dans la Maison-Blanche soient toujours coupés du monde. Les quelques centaines de manifestants qui bravent les forces de l'ordre à la station de métro Barricade sont là pour parler à leur place. La nervosité des forces de l'ordre, qui n'hésitent plus à frapper et à poursuivre les manifestants sur les quais, montre que cette tactique de harcèlement commence à payer. François Mitterrand est aujourd'hui en visite officielle à Stockholm pour inaugurer une exposition consacrée aux relations culturelles franco-suédoises.
L'occasion pour le président français de réaffirmer son souhait de voir la Suède adhérer rapidement à la communauté européenne. Nouveau tracas aujourd'hui pour Bernard Tapie. La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football s'est en effet réunie en fin d'après-midi pour tirer les conséquences des incidents qui avaient émaillé il y a quelques jours la rencontre Metz-Marseille. Sur place, nous retrouvons Alain Escoubet. Alain, est-ce qu'on a des précisions sur d'éventuelles sanctions? Pas pour l'instant encore, Bruno, pas de sanctions fermement déterminées. Ce qu'on peut dire, c'est que la commission de discipline de la Ligue s'est réunie pendant un certain temps avec les principaux protagonistes de l'affaire, c'est-à-dire Basile Boli, Fabien Bardez, le gardien de but, Patrick Anton, l'arbitre dont on a dit beaucoup de choses, et bien entendu Bernard Tapie, le président de l'OM, qui était venu défendre lui-même son club et qui est sorti il y a tout juste quelques minutes. Je vous propose d'écouter tout d'abord ses toutes premières déclarations. Je vous propose quelque chose, hein. On fait un sondage avec pensez-vous que Tapie doit rester à la tête de l'OM? Puis on en fait un autre, pensez-vous que Fournet Fayard doit rester à la tête de la FFF et celui qui perd il s'en va? Hein? On peut faire ça serait marrant. Je m'entends, j'ai pas le retour. Allez, à bientôt. Il faut surtout arrêter de... J'ai entendu dire qu'il y avait des gens à Marseille qui se conduisaient pas bien à son égard, et ça faut arrêter, c'est insupportable. Voilà, l'arbitre, il est un arbitre, il n'est qu'un arbitre, il n'est rien d'autre, et comme tous les hommes, il peut avoir fait des erreurs, et je crois que c'est un homme sensé qui s'en est même rendu compte en plus. Donc l'appel, le seul que je fais, c'est de dire aux Marseillais, il y en a qui le maltraitent au téléphone, ça c'est quelque chose de pas bien. On a une autre image à donner que celle-là. Voilà, bonne fin de soirée. Grande tendance à la modération donc de la part de Bernard Tapie. Reste à savoir maintenant ce que va décider, si elle va être aussi clémente, la commission de discipline de la Ligue. Je vous rappelle très rapidement les sanctions qui pourraient être envisagées pour Marseille. Un match, voire 2 matchs de suspension sur son terrain, des matchs qui pourraient être joués du côté de Lyon, dit-on. Suspension également pour 1 match ou 2 pour Basile Boli et pour Fabien Barthez. Sans oublier qu'il faut aussi statuer sur le résultat final du match entre l'OM et Metz. Pour l'instant, ce n'est pas sur les tablettes, mais ça le sera dès que ces messieurs auront fini leur entrevue. Voilà. Merci Alain, vous nous rappelez si vous avez du nouveau. Autre souci pour Bernard Tapie, les accusations de subornation de témoins lancé par l'ancien entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac, qui affirme avoir rencontré le président de l'OM dans son bureau à Paris le 17 juin vers 15 h. De sources judiciaires, on affirmait hier que l'alibi de Tapie, Jacques Mélic, aurait quelque peu modifié son témoignage hier devant le juge valenciennois Béfi. Pas du tout, a expliqué aujourd'hui le député de Béthune. Reportage Benoît Gadret. Jacques Mélic ne lâche pas Bernard Tapie, du moins publiquement. L'ancien ministre, prétendu, s'est livré cet après-midi à une mise au point suite à son audition par le juge Béfi. Jacques Mélic persiste et signe. Je refuse d'être l'otage d'une machination et c'est pourquoi, une fois pour toutes, devant vous, je vous confirme, comme je l'ai toujours dit, que j'étais bien dans le bureau de Bernard Tapie le 17 juin, jusqu'au-delà de 15 h. Au-delà de 15 h, voilà qui ne coïncide pas, selon nos informations, avec la version qu'a donnée l'ancien ministre mardi au juge Béfi, version selon laquelle il aurait quitté le bureau de Bernard Tapie vers 14h45. Y a-t-il donc une version publique et une version judiciaire de l'emploi du temps de Jacques Mélic au tribunal de Valenciennes? On semble n'accorder d'importance qu'à ce qui est écrit dans les procès-verbaux. Et maintenant un reportage qui va sans doute intéresser entre autres un certain nombre de collaborateurs de Bernard Tapie ou de Jacques Mélic qui ont connu récemment les affres de la garde à vue. L'Union des jeunes avocats de Paris vient en effet de publier une sorte de palmarès des commissariats de la capitale, en quelque sorte le Goemio des gardes à vue. Après les toques et les étoiles, voici les képis d'or et les menottes d'acier. Reportage Christophe Tortora, Didier Daron. Autorisation pour faire le tournage là? Non, il faut l'autorisation. Vous allez venir avec moi voir le commandant, on va voir ça. Hein. D'accord. Pas de problème. S'il faut une autorisation aux journalistes pour pénétrer dans les salles de garde à vue, les avocats, eux, y sont admis depuis le 1er mars. Les adhérents de l'Union des jeunes avocats de Paris, à force d'user les semelles de leurs chaussures d'un commissariat à l'autre, ont établi un hit-parade. Une sorte de guide Michelin à consulter avant de commettre tout acte répréhensible. Accueil, courtoisie, propreté, ambiance, tout à compter pour l'attribution des menottes d'acier ou des képis dorés. Pour ces jeunes avocats, il faut à tout prix éviter le 10e arrondissement
et le commissariat Louis Blanc. On a pu constater ce qu'on a assimilé à un lancer de suspect, puisque celui-ci était accroché à la chaise, et comme il était menotté à la chaise, quand la chaise est partie, il est donc parti avec lui. Et voilà comment, pour un acte que l'on espère isolé, on se retrouve bon dernier avec 3 menottes d'acier. Et quitte à avoir 48 heures à passer à répondre à des questions, mieux vaut se retrouver dans le 11e arrondissement, au commissariat Sainte-Marguerite, ou ici à la section de recherche de la gendarmerie, les deux Must. Il y a une courtoisie qu'on n'a pas rencontrée fréquemment ailleurs. Ça mérite quoi alors? Ah, ça mérite 3 képis d'or, incontestablement. Il y a un enseignement fondamental à retirer de cette enquête. Les quartiers les plus aisés ne sont pas dotés des commissariats les plus cotés, et inversement. Étonnant, non? Comment remettre la SNCF sur ses rails? À l'occasion du débat sur les transports au Sénat, le ministre des Transports, Bernard Bosson, a tracé les grandes lignes d'une future réorganisation de la SNCF qui connaît, on le sait, un déficit record, une baisse de fréquentation et une image de marque en perdition. Axe essentiel de cette réforme, plus de responsabilité aux régions. Précision tout de suite avec Alban Mikosi. Pour remettre la SNCF sur les rails, Bernard Bosson a tout d'abord dressé un bilan et il est médiocre. Premièrement, le succès du TGV ne peut masquer la baisse de 6% du nombre de voyageurs cette année, baisse sensible surtout sur le réseau. Grande ligne. Deuxièmement, le lancement fin janvier du système de réservation Socrate, censé simplifier la vie aux usagers, a produit exactement l'effet inverse. Avec la grogne des clients, c'est l'image de marque de la SNCF qui en a pris un coup. Troisièmement, les comptes d'exploitation sont dans le rouge, gravement. Le déficit cumulé atteindra 6 à 8 milliards de francs à la fin de l'année. Bernard Bosson propose donc de changer radicalement le mode de gestion. En clair, l'État a donné cette année 4 milliards de francs à la SNCF, c'est beaucoup, pour peu de résultats. Le projet Bosson, c'est renforcer le rôle des conseils régionaux qui, dotés des subventions de l'État, organiseront à leur guise les transports locaux. Exemple, maintenir le train en Lozère dépendra désormais du bon vouloir du conseil régional Languedoc-Roussillon. Le nombre de directions régionales de la SNCF va baisser, 12 au lieu de 23. Conséquence, la baisse du nombre de cheminots va se poursuivre. 5500 postes ont été supprimés cette année. Ce qui ne manquera pas de faire réagir les syndicats. Une grève des autonomes et de la CGT est prévue à partir de lundi minuit. Elle pourrait être très suivie. Alors que l'État, on vient de le voir, semble décidé à abandonner une partie de son autorité sur la SNCF, le même État prend en charge l'organisation des transplantations d'organes. Le ministre de la Santé a en effet annoncé aujourd'hui la création d'un établissement national public de la transplantation. L'association France Transplant, fondée et présidée par le professeur Cabrol, est amenée à terme à disparaître. Avec Jean-Daniel Fézaquier, histoire d'un sabordage. L'air un peu triste et résigné, le professeur Cabrol écoute le ministre de la Santé annoncer la disparition de France Transplant. Cette organisation, née il y a 25 ans, a amené la France au premier rang mondial des greffes d'organes. Mais aujourd'hui, il lui faut céder la place. Les bénévoles qui œuvraient de façon désintéressée dans cette organisation ont vu bien sûr le succès des greffes littéralement exploser. Mais la médaille a eu son revers et France Transplant, géré par une loi 1901, comme un club de boulistes de quartier ou de majorettes, a connu aussi des moments très difficiles, notamment à cause de certains médecins transplanteurs qui n'ont pas toujours eu un souci extrême de la légalité, jouant avec les listes d'attente ou bien encore accueillant des malades étrangers dans des conditions parfois difficiles. La situation ne pouvait se pérenniser au risque de voir le public se détourner du don d'organes. France Transplant s'en va, arrive l'établissement national des transplantations sous tutelle de l'État. Un État maintenant qui va contrôler non seulement le don d'organes, mais aussi les campagnes d'information, l'accueil des familles, les dons de tissus et de moelle osseuse, de cornée ou bien encore de valves cardiaques. Un État qui devra évaluer les performances des équipes qui font de la transplantation et qui devra également sanctionner les fautes, ce que France Transplant n'a pas toujours su ou pu faire. Comme disait le général, je leur souhaite bien du plaisir, parce que c'est pas facile, et il faut tenir compte de toute une série de problèmes historiques, il faut tenir compte de la nature humaine aussi, de la difficulté à résoudre certains problèmes locaux, et bien sûr que l'autorité de l'État va le faire. Mais aura-t-il la volonté politique de le faire ? En tout cas, la situation est paradoxale. Au moment où le discours politique est aux privatisations, la médecine qui se veut libérale par essence ne pense trouver son salut qu'en une seule structure, l'État.
Ouverture cet après-midi des négociations salariales dans la fonction publique, des négociations qui concernent de près ou de loin près de 10 millions de Français. Le problème, c'est qu'il y a peu de grains à moudre, comme disait André Bergeron. Autrement dit, la marge de négociation est particulièrement étroite. Explication Jean-Pierre Métivé. Difficile de discuter salaire par temps de crise lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on a la garantie de l'emploi. Voici 7 syndicats qui représentent quelques 8,5 millions de bulletins de paye ou de pensions de retraite, poste, armée, administration. Mais à qui le gouvernement a annoncé un gel des salaires pour 1993. Surprise, tous pressentent quand même que la mesure n'est pas définitive. Pour l'instant, le ministre est resté extrêmement secret, mais je suppose qu'il va quand même nous proposer quelque chose, puisqu'il a fait référence à l'indice des prix pour 1993. Quelque chose, mais combien et quand? Impossible à savoir. On joue encore au chat et à la souris. Ce n'est après tout que la première de plusieurs réunions. J'ai pris en compte et je rendrai compte au Premier ministre du souci unanime des syndicats, mais avec des modalités différentes du millésime 1993, mais ça n'est pas la position aujourd'hui encore du gouvernement. Le résultat sera un peu un test de la direction quant en suivre le gouvernement. Choisira-t-il de resserrer l'écrou budgétaire ou bien de favoriser la consommation? Réponse à la mi-octobre. Les députés poursuivent à petits pas l'examen de la loi quinquennale sur l'emploi. Plus de 900 amendements et sous-amendements ont d'ores et déjà été déposés. Ce projet, présenté et défendu par le ministre du Travail, Michel Giraud, suscite pas mal d'insatisfaction du côté du RPR et de l'UDF. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, Raymond Barre. Édouard Balladur a reçu ce matin plusieurs députés de la majorité pour précisément faire le point sur les amendements recevables ou non. Parmi ces amendements, celui déposé par le RPR Jean-Yves Chamard, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il propose ni plus ni moins la semaine de travail de 4 jours à titre expérimental et, bien sûr, dans les entreprises où les salariés auront accepté ce système. Avec Véronique Auger, avantages et inconvénients. Et si on ne travaillait que 4 jours sur 7, 33 heures au lieu de 39? Le député mathématicien RPR Chamard a fait ses comptes, c'est possible. Raisonnement. 33 heures, c'est 15% de travail en moins. Rien à voir avec une mesure homéopathique, du temps libre palpable pour les salariés. En échange, ils peuvent bien accepter de baisser leur salaire de 5%. De son côté, l'entreprise est obligée d'embaucher. Petit calcul du député RPR, avec son système, 7 postes passés à 33 heures permettent de créer un emploi. Reste le plus gros problème. Comment l'entreprise va payer les surcoûts? BSN a déjà essayé de passer à 32 heures, mais impossible, c'est trop cher. Réponse du député, l'État, l'UNEDIC et la Sécurité sociale feront cadeau aux aventuriers d'une partie de leur cotisation sociale. L'opération ne leur coûterait plus rien. C'est peut-être utopique dans la réalité. Ni vous ni moi ne pouvons le dire. Comment trancher entre ceux qui prétendent que ça ne marchera pas et ceux qui y croient? Par l'expérience, c'est ce que je demande. Pour l'instant, l'idée fait sourire dans les rangs de l'Assemblée, mais la graine réduction du temps de travail est bel et bien en train de germer dans la majorité. Raymond Boire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes silencieux, nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau. J'ai beaucoup de questions à vous poser. La première, Charles Millon, qui est président du groupe UDF, a qualifié cette réforme des 4 jours d'irréaliste. Est-ce que c'est votre point de vue? La réforme est irréaliste si elle est une réforme générale. Et on recommence à avoir à ce moment-là des illusions et des déconvenues qui ont accompagné naguère la fameuse proposition de 35 heures par semaine. Je crois que la proposition de M. Chamard est différente. Elle est expérimentale, les entreprises sont volontaires, et c'est à la suite d'un accord d'entreprise que l'entreprise cherche à aménager ses horaires et ses effectifs. Je suis partisan que l'on laisse une grande initiative, à titre expérimental, se déployer. Parce que nous avons besoin, face au problème de l'emploi, de trouver des formules nouvelles. Autant je suis opposé aux formules générales, uniformes et contraignantes, autant je crois qu'il est souhaitable que des expériences puissent être faites. Quel est votre jugement sur le plan Giraud? Certaines mauvaises langues dans la majorité disent que c'est une ligne Maginot et qu'elle aura les mêmes résultats, c'est-à-dire inefficace. Le plan Giraud contient un certain nombre de dispositions intéressantes, mais il est manifestement en deçà de ce qu'il est nécessaire de faire pour modifier profondément les conditions qui régissent l'emploi en France. Vous le voterez tout de même? Je le voterai parce qu'il y a des éléments intéressants. Mais je comprends que beaucoup de mes collègues au Parlement cherchent, par des amendements,
à ouvrir de nouvelles pistes ou tout simplement à recommander les mesures qui s'imposent. Car nous cherchons toujours des mesures nouvelles, mais nous n'essayons pas de changer ce qui aujourd'hui existe et qui est à l'encontre de l'emploi. Alors certains, et non des moindres, puisque Édouard Balladur lui-même s'inquiète de la multiplication des plans sociaux. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a beaucoup de cadeaux au patronat qui ont été faits sans véritable contrepartie en termes de création d'emplois? Je ne crois pas qu'il faille envisager le problème de la sorte. Les entreprises ont aujourd'hui à faire face à une compétition redoutable et les conditions dans lesquelles elles ont à faire face au problème de l'emploi les poussent à réduire le nombre de travailleurs. Que voulez-vous? Il y a en France des rigidités très fortes du marché du travail. Il y a en France un coût du travail qui est beaucoup plus élevé que le coût du capital. Vous ne pouvez pas demander à des chefs d'entreprise de ne pas tenir compte de cela, surtout quand l'existence de leur entreprise est en jeu. Vous étiez favorable à une sorte d'électrochoc, une baisse très sensible de 20 à 30% des charges sociales. Je crois que c'est ce qui est absolument nécessaire. Une baisse des charges sociales, non pas du tout une baisse des acquis sociaux, mais un transfert de financement des entreprises vers la solidarité nationale. Alors c'est très bien de dire que l'on est contre le chômage et pour l'emploi. Encore faut-il, le moment venu, que la collectivité nationale accepte les sacrifices nécessaires. Dans votre revue Faits et Arguments, cet été, vous prononciez pour un assouplissement de la politique budgétaire. Alors, question simple, est-ce que la loi de finances 94 vous agrée? On parle d'une relance de la demande des ménages. Alors, il y a eu en gros une baisse des impôts annoncée d'environ 19 milliards, mais une ponction dans les ménages via la CSG d'environ 70 milliards. Alors, écoutez, je crois que depuis avril, il y a eu un net assouplissement et de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Entre les déclarations initiales du gouvernement et ce qui a été fait au cours des mois et ce qui est fait avec le budget, il y a une évolution très nette. Alors qu'il n'était question au départ que de réduction des déficits publics et des déficits sociaux, il y a aujourd'hui une prise en considération de la nécessité de soutenir la conjoncture par une action sur la demande. Est-ce que c'est assez? Je crois que de ce point de vue, le budget est habile. On ne peut pas demander à ceux qui sont responsables du budget, au ministre du budget, de prendre des décisions ou de proposer des mesures qui auraient des effets néfastes à moyen et à long terme. Je trouve que le budget actuel, le budget qui est proposé, contient un certain nombre de dispositions qui sont favorables. Alors vous me dites, on baisse les impôts, mais on augmente la CSG. Ce n'est pas le même problème. La CSG, on doit l'augmenter parce qu'il y a les comptes sociaux qui doivent être équilibrés. Le résultat, c'est une baisse de la consommation des ménages. Je veux bien, Monsieur Mazur, mais nous ne pouvons pas continuer dans la situation où nous sommes. Savez-vous que pour la première fois, nous allons financer le déficit de la sécurité sociale par un emprunt de 110 milliards de francs? Ce n'est pas tellement les cotisations qu'il faut augmenter. Ce qu'il faut, c'est réduire les dépenses. Et vous savez quelles sont les difficultés auxquelles on se heurte quand on s'engage sur ce terrain. Évidemment, les problèmes sont ajournés. On verra ça en 1995. Raymond Barre, vous êtes professeur d'économie, vous voyagez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de monde. Edmond Alfandéry, ministre des Finances, a laissé entendre la sortie du tunnel, entre guillemets, pour peut-être le début de l'année prochaine. Est-ce que vous êtes aussi optimiste? Quand va-t-on voir vraiment la fin de la récession qui touche la France? Je souhaiterais la sortie du tunnel le plus vite possible. Oui. Mais quand j'étudie la situation française et la situation internationale, je ne vois pas de raison de penser que l'année 1994 sera une année de reprise sensible. J'ai eu l'occasion de dire qu'à mon avis, elle serait une année plate. Peut-être à la fin d'année aurons-nous une certaine amélioration de la situation. Mais je ne pense pas qu'il faille entretenir un optimisme de commande. Si les résultats sont bons au cours de l'année prochaine, le premier qui se réjouira de s'être trompé, c'est moi. Raymond Barre, il y a aussi un gros dossier, le GATT. Alors vous êtes, il faut le rappeler, l'un des rares, sinon le seul responsable de la majorité qui se soit montré favorable publiquement à la réforme de la PAC, même si ça déplaît aux agriculteurs. Alors question, est-ce que vous êtes, comme le président Mitterrand l'a rappelé aujourd'hui à Stockholm, est-ce que vous êtes favorable à la rediscussion de l'accord de Blair House? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Autrement dit, est-ce que pour préserver nos intérêts agricoles, on n'est pas en train de saborder nos intérêts industriels? La France est en négociation. C'est une négociation très difficile. Je souhaite que l'on sorte de l'impasse. Je souhaite que l'on puisse arriver à la conclusion d'un Uruguay Round
qui soit équilibré. Car il ne s'agit pas simplement de l'agriculture, il s'agit aussi de l'industrie et des services. Les négociateurs sont là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la crise, comme certains le laissent entendre? Je ne le souhaite pas, car les conséquences internationales en seraient graves. Et je constate d'ailleurs qu'aussi bien le ministre des Affaires étrangères que le Premier ministre semblent évoluer dans une direction qui nous éloigne de ce que j'appellerais le corporatisme exacerbé et l'électoralisme aveugle. Un mot de politique, comment vous êtes professeur d'économie, je le rappelais tout à l'heure, quelle note donneriez-vous à Édouard Balladur? Qu'est-ce que vous appelez une note? Non, je ne note pas, surtout je ne me permettrai pas de noter le Premier ministre. Vous n'êtes pas étonné par sa popularité tout de même, parce qu'on le voit, le chômage continue à monter? Non, parce que les Français aujourd'hui ne s'intéressent pas au jeu de la politique. Ils souhaitent que les problèmes de la France soient traités, et le Premier ministre le fait avec pondération et avec mesure. Les Français souhaitent qu'il n'y ait pas de vague. Eh bien, Dieu merci, les choses vont bien, la cohabitation va bien, le président s'entend bien avec le Premier ministre, il n'y a plus d'opposition, la majorité est solidaire du gouvernement, tout cela va très bien, pourvu que ça dure. Est-ce que Édouard Balladur n'a pas pris un peu votre place sur l'échiquier politique? Pourquoi voulez-vous la question. Non, chacun a sa place. Et moi, je suis toujours là, j'ai toujours à la place que j'ai. Si M. Balladur a ses propres convictions et ses propres pensées, je n'oserais me présenter en termes de référence. Vous êtes relativement silencieux, et c'est pour ça que nous sommes contents que vous soyez là ce soir. Est-ce que vous pensez l'être moins dans les mois suivants et intervenir beaucoup plus directement, notamment dans la campagne, si ce n'est être candidat? Je ne vous pose pas la question, puisque vous ne me répondrez pas. Non, je crois qu'il faut parler à bon escient, et que nous sommes dans une période où on ne veut pas constamment, pour le plaisir de l'agitation verbale, se promener sur les écrans, quelle que soit la gentillesse de ceux qui vous invitent. Mais de temps à autre, quand les sujets sont importants, je crois qu'il faut s'exprimer, et c'est ce que j'essaie de faire, ce que j'ai fait récemment à quelques reprises. Toute dernière question, vous y avez fait allusion tout à l'heure en disant que vous étiez content, la cohabitation se passe bien, mais vous, au fond de vous-même, vous y restez fondamentalement hostile. Pourquoi, d'un mot? Oui, je trouve que la cohabitation a pour but de réduire l'autorité du président de la République. Or, ma conception de la Ve République fait que celle-ci repose sur la clé de voûte de nos institutions, qui est le président de la République. Par conséquent, je regrette qu'il puisse y avoir des situations dans lesquelles, comme je l'ai dit, nous avons un président à éclipse. Mais puisque les choses se passent bien, puisque les Français sont contents, puisque les protagonistes sont heureux de cohabiter, mon Dieu, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Merci Raymond Barre, et vous n'êtes pas venu pour rien. Je vais vous faire un cadeau, le dernier album de Plantu, et ça s'appelle Cohabitation à l'eau de rose. Voilà. Je vous remercie car vous avez économisé 50 francs. Une grande admiration pour Plantu. Merci de votre visite. Et puis un dernier reportage qui va sans doute beaucoup vous intéresser, parce que je sais que vous êtes amateur de ballet. Il s'agit du ballet-théâtre de Saint-Pétersbourg, dirigé par Boris Eifman, qui revient à Paris avec un nouveau spectacle intitulé Tchaïkovski, possédé par son double. C'est un ballet qui raconte la vie quelque peu tourmentée du grand musicien russe qui avait été mis au banc de la société en raison de son homosexualité. Le ballet de Boris Eifman met en scène, vous allez le voir, les tourments de l'artiste, un spectacle tout à fait grandiose. Reportage à Saint-Pétersbourg, Marie-Hélène Bonneau, Patrick Voix. Tchaïkovski, mort il y a 100 ans à Saint-Pétersbourg. Compositeur, chef d'orchestre, sa musique a longtemps été rejetée par la Russie et le monde entier. Puis il eut l'argent et connut la gloire, mais il était malheureux. Sa mort sera pour lui une libération. Il est sorti du conservatoire de Saint-Pétersbourg en 1865. C'est ici que Boris Eifman, issu lui-même de cette école, a créé son ballet. J'aime Tchaïkovski depuis mon enfance. J'y pense depuis longtemps. C'est seulement ces dernières années que j'ai pu réaliser mon rêve, monter ce ballet sur Tchaïkovski. Le chorégraphe choisit ses danseurs comme on choisit des acteurs de théâtre. Tchaïkovski, barbu, créatif, gentil, qui tentait de s'insérer dans la bonne société. Et puis son double, son démon, celui qui l'entraînait vers l'homosexualité qu'il essayait de combattre. Tchaïkovski, un personnage à double face. Un spectacle difficile qui n'aurait pu voir le jour en Russie il y a seulement 2 ans.
Maintenant, pour nous, ce n'est plus une révolution. C'est un travail normal, tout simplement. Maintenant, oui, mais je me rappelle comment c'était au début. C'était très très difficile. On a même failli refuser de jouer ce rôle. Aujourd'hui, on est habitué, c'est notre travail. C'est vrai qu'on y travaille depuis 6 mois. Pour fuir son double, Tchaïkovski épousa la belle Antonia. Mais celle-ci sombra dans la folie en découvrant la vraie personnalité de son mari. « 45 danseurs sur scène pour raconter l'histoire de ce grand musicien tourmenté. L'histoire d'un homme rejeté, reconnu maintenant comme un génie. » Voilà, nous retrouvons tout de suite Alain Escoubet en direct de la Ligue nationale de football. Alain, encore un manque à gagner financier pour Bernard Tapie. Oui, parce que le terrain de Marseille a été finalement suspendu pour un match. C'est une mesure relativement clémente. On s'attendait parfois à 2 matchs de suspension. Suspension également pour Basile Boli et Fabien Barthez, le gardien de but. Il faut savoir que Bernard Tapie avait demandé une sanction avec sursis qui lui a été refusée. Donc je dirais que c'est une sanction délicate et difficile pour Marseille, mais qu'elle est relativement normale. Merci Alain. 20h50, notre magazine envoyé spécial avec notamment un reportage insolite sur les goûteurs de vie, des hommes et des femmes qui testent tous les nouveaux produits qui vont rythmer notre vie quotidienne dans les mois et les années à venir. 22h50, Crème Brûlée, une nouvelle émission présentée par William Lémergie autour ce soir de Roger Hanin et de ses amis. Bonne fête au Jérôme et bon anniversaire à Mireille qui, je l'espère, n'est plus couchée dans le foin car il fait froid et frais. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, pluie et vent, programme de ce vendredi. Et je vous l'annonce tout de suite avec un brin de sadisme car je travaille. Le week-end s'annonce maussade. Excellente soirée à toutes et à tous. À demain 20h. Merci.